Le service de la dette devient insupportable en temps de paix. Il risque de nous étouffer dans la guerre que nous engageons contre le coronavirus. Il est urgent que la Tunisie engage avec ses bailleurs de fonds des discussions solidaires et responsables pour une meilleure gestion de sa dette extérieure. Une telle démarche n'entacherait en rien la crédibilité de la Tunisie. Notre invité est aujourd'hui Abdelazek Zoueri, l'économiste tunisien et ancien ministre du développement régional et local au sein du gouvernement Béji Caïd Essebsi. Bonjour, c'est Abdelazek, ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour madame, je suis vraiment très ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez. Abdelazek Zoueri, cet exergue que je viens de lire est extrait d'une lettre ouverte que vous avez adressée dernièrement, vous et quelques personnalités de la société civile, au chef du gouvernement tunisien. L'extrait que je viens de lire n'a pas été sans me rappeler la fameuse phrase prononcée par Thomas Sankara lors du sommet de l'OUA: si nous ne payons pas nos bailleurs de fonds, ne mourront pas, soyez-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir, soyez-en sûrs. La dette tunisienne est-elle devenue aussi problématique? Oui, la dette tunisienne est devenue problématique et dans le langage de l'économiste, on parle de soutenabilité de la dette parce que quand un pays s'endette, ce n'est pas grave en soi. Tous les agents économiques s'endettent parce qu'ils ont des projets d'investissement et ils n'ont pas les fonds nécessaires pour financer ces investissements. Et donc, il est tout à fait normal que ce soit pour les entreprises. Le grand problème qui se pose, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire est-ce que cette dette est soutenable par l'économie ou pas. Et la soutenabilité dépend du taux de croissance économique. Donc, nous avons un taux de croissance élevé, la dette est soutenable. Elle dépend aussi du coût de l'emprunt. Donc, la première règle, c'est d'avoir un taux de croissance supérieur au coût de l'emprunt. Or, en Tunisie, comme vous le savez, on a fait avant la crise des taux de croissance de 1,5%, alors que le coût de la dette est arrivé jusqu'à 6,75%, le dernier emprunt qui a été lancé. Donc, vous voyez que le coût est supérieur au taux de croissance. Et il dépend aussi de ce qu'on appelle le surplus primaire, c'est-à-dire de l'excédent des recettes sur les dépenses ordinaires. Et là, ce surplus primaire, s'il est positif, ça réduit la soutenabilité, ça fait partie de la soutenabilité de la dette, mais si vous avez un surplus qui est négatif, c'est-à-dire que les recettes sont inférieures aux dépenses, ça veut dire que la dette de l'année prochaine va être plus importante que la dette cette année. Si nous avons des recettes inférieures aux dépenses et que nous avons un coût de l'emprunt supérieur au taux de croissance, la dette de l'année prochaine, ça c'est arithmétique, sera plus importante que cette année. Donc, on est dans un trend d'insoutenabilité. Et que ce trend peut aller jusqu'au moment où le pays va déclarer être incapable de payer sa dette. C'est le cas de plusieurs pays. Vous vous rappelez le cas de la Grèce, dont je viens de lire le dernier livre de l'ancien ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, qui a écrit un livre, Conversation entre adultes. Donc, Costa Gavras en a tiré un film qui s'appelle Adults in the Room, et qui retrace si vous voulez, les pourparlers qui ont eu lieu entre la Troïka, à ce moment-là, formée par la BCE, le FMI et l'Union européenne, et le ministère des Finances en Grèce. Et le problème qui s'est posé, c'est que la Grèce s'est retrouvée en situation d'incapacité de rembourser la dette, et donc il a fallu prendre des mesures drastiques en Grèce. Sinon, le prix à payer pour la Grèce, s'il n'avait pas été capable de prendre ces décisions, le prix à payer, c'était la sortie de la zone euro. C'est ce que souhaitait le ministre des Finances allemand de cette époque. Il voulait que la Grèce quitte l'euro. Donc, le prix politique était très important. C'est pour ça que le gouvernement de cette époque, quoique socialiste, Syriza, a pris des mesures d'austérité, a baissé les salaires et a pris des mesures d'austérité pour que la Grèce puisse s'en sortir. Et donc, pour revenir à la Tunisie, je pense que ce n'est pas une question d'être de gauche ou de droite, c'est une question comptable, arithmétique. Chaque agent économique ne peut pas s'endetter plus que ce qu'il peut rembourser, c'est ses capacités de remboursement. Voilà. Donc, c'est vraiment un cri d'alarme. Nous avons aujourd'hui un service de la dette qui est vraiment très important et donc, pour le moment, on emprunte pour rembourser, mais
coût on va aller. C'est pour ça que c'est une question importante. Avant de parler de relance économique, il faut mettre de l'ordre dans les comptes publics. Mais si la Tunisie continue à rembourser, on n'est pas dans une définition restrictive alors de la soutenabilité. Non, la Tunisie continue à rembourser, c'est-à-dire qu'on n'est pas, j'ai dit, dans un trend d'insoutenabilité. Il va y arriver un moment où on ne pourra pas rembourser. Je suis dans un trend. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'est pas dans une situation d'insoutenabilité, on continue à rembourser. Mais je crois que pour éviter cette situation d'incapacité à rembourser, je pense qu'il est possible d'utiliser des moyens de reprofilage de la dette, qu'il est possible d'utiliser des moyens d'allègement de la dette, qu'il faut aller discuter avec le FMI, leur dire qu'on n'est plus capable de rembourser de cette manière et donc on peut, par exemple, faire une politique de rééchelonnement de la dette, payer les intérêts sont le principal parce que les intérêts, c'est pas quelque chose de très important. On peut toujours faire face, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des discussions et je crois que le gouvernement tunisien n'est pas encore tous les gouvernements, hein, je ne cite pas un gouvernement en particulier, n'est pas conscient de ce trend et n'est pas conscient du fait qu'il faut aujourd'hui engager des pourparlers avec le FMI pour pouvoir alléger la dette. Dans votre approche, Abdelazek Zoueri, vous remettez en cause la focalisation sur le déficit budgétaire, ce qui est fait depuis 2011. Les Moi, discussions, plus que le déficit, vous trouvez que c'est une mauvaise piste pour appréhender le problème? Parce que le déficit budgétaire, quand on calcule le déficit budgétaire, on met les intérêts dans les dépenses moins recettes. Donc le déficit, c'est dépenses moins recettes. Et dans les dépenses, il y a les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette, je ne dis pas le remboursement de la dette. Là, on est un peu technique, mais excusez-moi, il y a les intérêts de la dette. Moi, je veux calculer un solde hors intérêt. C'est-à-dire les intérêts de la dette, le gouvernement ne peut rien faire. Il faut qu'il paye. Il ne peut pas prendre des mesures pour réduire les intérêts, parce que les intérêts sont là, le gouvernement est obligé. Si j'enlève les intérêts, à ce moment-là, je trouve un autre solde dont on ne parle pas du tout en Tunisie et qui, dans le dernier rapport de la Banque mondiale sorti la semaine dernière, ils insistent énormément sur ce concept nouveau que les Tunisiens, c'est ce qu'on appelle le surplus primaire, c'est-à-dire les recettes moins les dépenses, mais expurgées du service de la dette. On enlève le remboursement du principal et on enlève les intérêts. Ce surplus doit être positif au moins. Il faudrait que les recettes soient supérieures aux dépenses. Et s'il y a déficit, c'est parce qu'il y a un service de la dette. Parce qu'on est obligé de payer les intérêts. Le surplus primaire doit être positif. Or, la Tunisie, nous sommes dans une situation où le surplus primaire est négatif. C'est ce qui fait qu'on est dans un train d'insoutenabilité de la dette. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'insoutenabilité de la dette est la conséquence de deux phénomènes. Le surplus primaire négatif, alors qu'il doit être positif, et le fait que le coût de l'emprunt soit supérieur au taux de croissance, alors que c'est l'inverse qui devrait se faire. Abdelazek Zoueri, pour en revenir à votre lettre ouverte, au-delà des mesures conjoncturelles que vous suggérez, ce qui attire l'attention, c'est que vous préconisez de profiter de la crise du Covid pour initier des réformes structurelles. Et ceci, d'ailleurs, est très clair dans un article que vous avez publié la semaine dernière, Faire face et se reconstruire. Oui. Le jour d'après. Vous êtes bien au courant qu'on parle beaucoup de réformes et, comme on dit, en situation de paix, les réformes n'arrivent pas. Tous les gouvernements qui sont passés en Tunisie, ils ont parlé des réformes, mais on n'a pas vu de réformes structurelles. Et donc, c'est dans les moments de guerre que peut-être c'est l'occasion ou jamais de lancer ces réformes. Et donc, le Covid-19… Ce sont aussi les moments de la gestion au jour le jour, tel qu'on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire il faut faire… L'article était intitulé « Faire face et se reconstruire ». Le jour d'après. Et la deuxième partie de l'article qui va être publiée, c'est « Se reconstruire et relancer ». C'est-à-dire il y a le deuxième aspect, c'est la relance, dont je n'ai pas parlé dans ce premier article. Et on m'a dit pourquoi vous en avez parlé. J'ai dit l'article était assez long, donc je vais faire un deuxième article sur la relance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis? Je dis la Tunisie, avant la crise de Covid-19, était déjà dans une situation économique désastreuse, qu'il fallait faire des réformes. Covid-19 a ajouté les effets de Covid-19 s'ajoutent aux effets négatifs de l'avant-Covid-19. Et je pense que la Tunisie ne pourra s'en sortir que, j'ai appelé ça structurel,
Mais moi, je n'aime pas beaucoup le terme structurel, je préfère des réformes institutionnelles. Moi, je pense que le grand problème de l'économie tunisienne aujourd'hui, c'est que nous vivons aujourd'hui avec les institutions qui ont été créées dans les années 70, qu'il n'y a pas eu une rupture, il y a eu une rupture politique, c'est-à-dire un régime politique a remplacé un autre régime politique en 2011, mais les institutions économiques, la gouvernance économique, la façon de faire, les habitudes, les coutumes, le comportement des acteurs économiques est resté exactement le même que celui de l'avant-révolution. Et qu'il faut absolument que l'on s'intéresse à ce problème de réforme institutionnelle. Dans ce que j'appelle les institutions, il y a d'abord l'économie de rente. La Tunisie reste une économie de rente. Et je pense que ça, c'est un facteur qui limite la croissance économique. La Tunisie est restée avec les mêmes, je ne sais pas moi, prenez un exemple, les institutions qui s'occupent de l'emploi en Tunisie, l'ANITI, les bureaux de placement, l'agence de la formation professionnelle, sont exactement les mêmes qu'avant la Révolution. Et pour l'investissement, en Tunisie, nous avons 4 organismes qui s'occupent de l'investissement. On a l'API pour les investissements industriels, on a l'APIA pour les investissements agricoles, on a le Haut Comité de l'investissement et on a le FIPA. 4 organismes qui s'occupent de l'investissement en Tunisie. Je trouve que cela n'est pas efficace du tout. Un seul organisme peut s'en occuper. Qu'est-ce que font les bureaux qui dépendent du CEPEX à l'exportation? Pourquoi? Voilà une grande question. Sur les 740 000 entreprises en Tunisie, 97% des entreprises sont avec 0 salarié. Ce sont des entreprises individuelles. Et donc, la question qui se pose, 97%, je dis bien 97%, c'est-à-dire sur les 740 000, il y a à peu près 650 000 entreprises avec 0 salarié. La question qui se pose, c'est pourquoi ces entreprises ne se développent pas? Pourquoi il y a un taux de mortalité important de ces entreprises? Et ça, c'est dû au fait qu'il y a sur le marché tunisien des barrières à l'entrée. Il y a des comportements qui ne favorisent pas l'initiative privée. Un autre exemple, le système on n'a pas en Tunisie un système d'information. Je vous donne un exemple. Depuis des années, on a appelé à ce que le listing des familles nécessiteuses en Tunisie, les familles nécessiteuses en Tunisie, soit revu avec un système d'information pour vérifier est-ce que les gens qui sont inscrits dans cette liste, est-ce que vraiment méritent d'être aidés ou pas? Eh bien, on a vu les limites de ce système dernièrement lors de la discussion. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis, en temps de paix, on n'a rien fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a soulevé il y a quelques années. Mais l'administration n'a rien fait, Il a suffi de travailler pendant 2 semaines sous l'effet de la crise. On a travaillé, eh bien, le listing est passé de 623 000 à 470 000. Vous vous rendez compte? En 2 semaines, on a dégagé à peu près 150 000 familles de ce listing, des gens qui ne méritaient pas d'être dans ce listing. Vous savez que lorsque quelqu'un qui est considéré comme famille nécessiteuse au ministère des Affaires sociales, quand il décède, le ministère des Affaires sociales n'est pas informé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien entre la base de données du ministère de l'Intérieur, qui enregistre les décès, et la base de données du ministère des Affaires sociales. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas un système entre, par exemple, j'ai discuté avec le directeur général de l'ANITI, l'ANITI forme pour placer des gens, et il a voulu savoir est-ce que les gens qui sont placés continuent à travailler ou pas. Et bien, la seule manière de le savoir, c'est de demander à la CNSS, parce que ceux qui travaillent sont normalement immatriculés à la CNSS. Eh bien, l'ANITI n'a pas pu accéder à la base de données de la CNSS. C'est un grave problème. Il faudrait qu'il y ait un système d'information, numériser l'administration tunisienne, avoir le système de l'identifiant unique. Depuis le gouvernement de Mehdi Jama, on parle de l'identifiant unique, ça n'a pas été fait. Je crois que ça, c'est une réforme très importante à faire. Et je peux vous donner énormément d'exemples. Je ne vais pas passer 2 heures sur le système fiscal tunisien. Beaucoup de choses à dire. 80% des recettes fiscales proviennent des salaires. Tout cela,
Tout cela, Abdelaziz Zouiri, ne relève-t-il pas d'un problème que vous avez évoqué dès 2011 quand vous étiez au ministère, le problème de l'absence de stratégie? C'est que les approches économiques ne s'inscrivent pas du tout dans des approches stratégiques. Absolument. Nous avons un régime politique qui est du parlementarisme avec des élections, système de liste présenté par les partis politiques à la proportionnelle avec les plus forts restes qui font que nous n'avons pas eu une stabilité gouvernementale. Il n'y a pas de stabilité gouvernementale. Le parlementarisme, c'est le meilleur régime politique, mais à condition qu'il y ait deux forces, deux partis pour permettre l'alternance. Il n'y a pas de vision, parce que moi, quand j'ai été nommé ministre du développement régional, juste pour vous rappeler, le ministère du développement régional n'existait pas. Il n'y avait pas un ministère du développement régional, il y avait une direction générale du développement régional qui était au sein du ministère du plan, du développement économique, appelé maintenant le ministère du développement économique. Et que le développement régional, tel qu'il a été entendu par l'ancien régime, c'était une politique d'assistance à des familles défavorisées dans les régions défavorisées. Donc, le programme de développement régional, c'était faire des puits électrifiés, c'était faire des pistes agricoles, c'était une politique d'aide pour des petits projets où la gouvernance était complètement défaillante parce que l'argent était distribué à droite et à gauche politiquement, sans aucun contrôle. Moi, quand je suis venu, je me suis posé la question, c'est quoi le développement régional? Il faudrait d'abord s'entendre sur le terme développement régional et avoir une vision. Et à ce moment-là, je me suis dit, le développement régional, j'avais donné une définition, mais ma définition, c'est une définition d'économiste. Elle est donc nécessairement un peu tronquée, parce que sur l'histoire du développement régional, l'historien a son mot à dire, le sociologue a son mot à dire, mais l'économiste, pour lui, le développement régional, c'est comment accélérer la vitesse de convergence entre les régions. C'est-à-dire comment les régions vont converger vers le même niveau de revenus. C'est ça le développement régional. C'est toutes les actions qui permettent de faire converger les régions vers un niveau qui soit un peu comparable entre les différentes régions. Et de là, je me suis posé la question, c'est quoi une région? Parce qu'en Tunisie, on utilise le terme région pour les gouvernorats. Or, les gouvernorats, c'est un découpage administratif. On a 24 gouvernorats en Tunisie. Vous dites même, à l'époque, vous aviez dit que c'était un découpage administratif artificiel. Qui correspondait à des querelles politiques, régionalistes et surtout, parfois. Oui, parce qu'à l'indépendance, on avait 13 gouvernorats. Sous Bourguiba, on a eu création de gouvernorats. C'était plutôt revanche parce qu'il fallait un gouvernorat Gassrine à la place de Smith, parce que Smith était pro-yousfiste. Le gouvernorat de Grand-Bag a été déplacé à Noble. Et Ben Ali, pour lui, le plus important, c'était de contrôler la population. Donc, en Tunisie, on a un gouvernorat de 1 million d'habitants, comme Sfax, et des gouvernorats de 150 000 habitants. Ça n'a pas de sens. Et puis, la région, c'est pas quelque chose de juriste, c'est pas quelque chose le sens économique d'une région. Une région, c'est un territoire économiquement viable. C'est-à-dire que c'est un territoire qui peut avoir son propre schéma de développement à partir de ses propres potentialités. Et je vous êtes d'accord, je ne vais pas citer les gouvernorats, il y a des gouvernorats qui n'ont pas des potentialités propres qui leur permettent d'avoir un schéma de développement. Vous savez, en Pologne… à l'époque, vous aviez préconisé de diviser la Tunisie en 5 régions distinctes. Oui, absolument. Moi, parce que pourquoi? C'est l'expérience polonaise. En Pologne, sous le régime communiste, il y avait 48 régions. Et quand il y a eu la révolution, Lech Walesa, il a ramené 3 experts, il leur a dit découpez-moi le territoire polonais. Et les experts, ils ont dit la Pologne, c'est 12 régions. Après, il y a eu une discussion avec les politiques, les historiens, ainsi de suite. Donc, Lech Walesa avait décidé de faire 16 régions. Et donc, aujourd'hui, en Pologne, on est passé de 48 régions à 16 régions. En Tunisie, une région, c'est 2 millions d'habitants. Et ce qui est important aussi, il faut que la région ait une vitrine sur la Méditerranée.
et que dans la région, on ne met pas les mêmes régions, les mêmes gouvernorats du même développement, parce que les Akadim, les régions existaient déjà, mais on mettait quoi? On mettait 4 gouvernorats d'un niveau de développement bas ensemble. Non, il faudrait que Vous comptez sur un effet d'entraînement. Il y a des effets d'entraînement. Il faut relier Sidi Bouzid, Gafsa avec Sfax, il faut relier Gasserir, Kérouan avec Sousse, il faut relier Silienne à Belge avec Tunis. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans la même région. Pourquoi? L'objectif, c'est quoi? C'est faire un schéma de développement de la région qui va être décidé par les autorités régionales. Et le plan national, c'est justement une matrice où on met les régions en ligne et les ministères en colonne. Et par exemple, je mets ministère du transport et la ligne région. Et le projet, c'est un projet de transport dans telle région. Et à ce moment-là, les gens vont accepter cela parce que je suis allé voir des régions. Je leur ai dit, je les ai rassemblés, j'ai rassemblé toute la société civile de chacune des régions. Je leur ai dit, rêvez, dites-moi quels sont les projets que vous voulez. Et ils ont planché pendant une journée. Et ils m'ont ramené un ensemble de régions. J'ai fait une petite évaluation. J'ai trouvé que pour réaliser tous ces projets, il me faut 5 ans. Parce que moi, pour telle région, j'avais pour un budget de 100 millions de dinars. Eux, ils me ramènent des projets de 500 millions de dinars. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez classer les projets par ordre d'urgence? Parce que je m'engage à réaliser tous ces projets, mais je m'engage à les réaliser sur 5 ans. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, ils ont été d'accord. Parce que les gens, quand on leur dit un langage de vérité, et quand on leur dit qu'il est possible de réaliser ces projets, mais il me faut 5 ans pour les réaliser, eh bien, les gens acceptent. Parce qu'ils ont besoin d'être écoutés. Parce que sous l'ancien régime, le grand problème, c'est que les gens n'étaient pas écoutés. Ceux qui étaient écoutés, ce sont les gens qui sont proches du pouvoir politique, c'est tout. C'est-à-dire, alors que la population n'était pas écoutée. Et à partir de ce moment-là, la population s'approprie des projets. Parce que la question la plus importante, c'est l'appropriation des projets. C'est que le projet ne soit pas le projet du gouvernement ou de l'État, le projet, c'est le projet de la population. Et ça, c'est très important pour la bonne gouvernance de ces projets. Comment expliquez-vous, Abdelaziz Ghazoueli, que le diagnostic sur les failles de l'économie tunisienne soit à peu près très clair aujourd'hui, très partagé par les économistes tunisiens? Depuis peut-être 2011, je vous ai entendu moi-même commenter le dernier livre de Mansour Maal que vous avez préfacé. Vous avez dit on aurait dû entendre Mansour Maal depuis 2011. Finalement, tous les économistes, tous nos économistes, à peu de choses près, disent la même chose, font le même diagnostic depuis des années, mais les problèmes sont toujours les mêmes. Rien n'avance. Comment expliquez-vous cela? Et même que les problèmes s'aggravent. La relation, vous savez, il y a eu beaucoup d'études sur la relation entre l'économie et la nature du régime politique. Oui, mais il y a eu des régimes successifs d'obédience différentes, on va dire. Non, la question qui s'était posée à des économistes, c'est de dire est-ce que la dictature ou qu'est-ce qui profite plus à la croissance économique? Le régime dictatorial ou le régime démocratique? Si l'on en juge par notre propre expérience, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup avant 2011 que ça a mieux marché. Il y a beaucoup de Tunisiens qui disent que ça se passait mieux sous la dictature sur le plan économique. Oui, par rapport aux chiffres, quand on voit les chiffres. Oui, mais le grand problème, c'est pas la dictature qui est reliée avec le résultat qui a été obtenu, c'est pas la dictature qui a été reliée avec la croissance économique, c'est plutôt la stabilité. Et la stabilité, elle est assurée par la dictature. Mais le grand problème de la dictature, c'est qu'à un moment donné, cette stabilité va s'arrêter. Et à partir du moment où elle va s'arrêter, par exemple par une révolution, eh bien, les résultats économiques vont énormément chuter. Et c'est ce qui s'est passé en Tunisie. La démocratie, elle peut assurer la stabilité. Et c'est le meilleur régime, parce que quand on assure la stabilité avec la démocratie, on assure la croissance économique et il n'y aura pas un jour de changement politique important comme sous la dictature. C'est-à-dire qu'il va y avoir une stabilité beaucoup plus lente que sous la dictature. Le grand problème en Tunisie, c'est que le régime politique que nous avons choisi n'assure pas la stabilité politique. Il n'assure pas la stabilité politique. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut?
il nous faut de la stabilité dans le cadre d'un régime démocratique. Et pour qu'il y ait de la stabilité dans le cadre d'un régime démocratique, il faut avoir une loi électorale qui assure cette stabilité. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'honneur d'écrire cette préface de Simon Sormal, parce que Simon Sormal, dès 2011 et dès 2012, il a dit ce que je viens de dire. Mais personne ne l'a écouté. Et c'est pour ça que je me suis posé la question, pourquoi vous ne l'avez pas écouté? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les partis politiques pensaient beaucoup plus à leurs propres intérêts qu'aux intérêts du pays. Mais écoutez comment? Je vais vous donner un exemple qui traduit un peu la difficulté d'écouter. Tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'en Tunisie, qu'un des énormes problèmes est le doublement des dépenses publiques. Le doublement des dépenses publiques par rapport au bourrage de la fonction publique qui a généré le doublement presque par 2,5 fois de la rémunération publique. Comment résoudre ce problème? Comment un parti politique ou un gouvernant peut aujourd'hui résoudre ce problème? Eh bien, il peut d'abord rationaliser tout ça, c'est-à-dire qu'il peut faire une politique de retraite anticipée, il peut alléger l'administration par une politique de retraite anticipée. Il y a eu, il y a 2 ans, je crois, une tentative, mais ça a été très limité. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, parce que bon, ils ont vu plutôt les effets. Ça n'a pas vraiment marché, parce que les gens ça n'a pas vraiment marché. Donc, il faut plus d'incitation. De toutes les façons, il faut aussi, si on peut rien faire au niveau du nombre de fonctionnaires, il faut réduire les dépenses de fonctionnement. Il faut revoir le budget. C'est pour ça que pour moi, en 2020, il ne s'agit pas de faire une loi de finances complémentaire, il s'agit de faire une loi de finances rectificative, parce qu'il y a une différence entre le terme complémentaire et le terme rectificatif. Rectificatif, c'est avoir une nouvelle loi de finances. De revenir de baisser les subventions et de revenir à une politique de vérité des prix. Je sais que ça va avoir des effets sociaux, et là, les filets sociaux doivent être sauvegardés pour pouvoir aider les gens qui ont vraiment besoin d'être aidés. Vous savez, un petit calcul montre que si la population vulnérable en Tunisie, elle est de 25, disons le quart de la population, si on leur ouvre des comptes et on met exactement le prix du pain pendant 1 mois dans ce compte-là, et qu'on fasse une vraie la vérité des prix sur les prix, eh bien, les subventions de la compensation vont être divisées par 2 au moins. Donc, on va réduire. Donc, il faut avoir le courage de s'attaquer pour faire des réformes au niveau du budget de l'État. Maintenant, l'autre proposition que je fais, c'est de faire attention au budget d'équipement. C'est-à-dire que tous les gouvernements précédents mettent dans le budget d'équipement 6 milliards à peu près, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font pas des investissements réellement. Ils utilisent ces 6 milliards pour financer les dépenses de fonctionnement. Et donc, si on veut que l'État continue… Oui, mais parce qu'autrement, il ne paierait pas les salaires et qu'il y aurait une poignée sociale. Ne parlons plus d'investissement public, ce qui fait que moi, je propose que dans l'article, c'est une phrase, c'est un petit paragraphe, j'ai dit qu'il faut que la Caisse des dépôts et conciliation soit l'agent investisseur de l'État, et que les fonds qui viennent de l'étranger ne doivent pas financer le déficit budgétaire, la dette publique, mais doivent aller directement à la Caisse des dépôts et conciliation pour pouvoir investir, pour pouvoir faire de l'investissement public, parce que je pense que la relance en Tunisie, maintenant je vais être un peu de gauche, la relance ne peut se faire que par de l'investissement public en Tunisie. Il ne faut pas compter sur l'investissement privé en Tunisie actuellement. La seule locomotive de l'investissement en Tunisie ne pourra être que l'investissement public, l'investissement dans le secteur de la santé. Et la crise a montré que nous n'avons pas investi dans le secteur de la santé, nous n'avons pas recruté dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de la numérisation, de l'administration, de la numérisation, des énergies renouvelables, tous ces nouveaux secteurs dans lesquels il peut y avoir un investissement public, mais ce qui est bien dans ces secteurs-là, c'est que c'est un investissement public qui va entraîner l'investissement privé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire parce que l'investissement public, c'est
appel d'offres qui va être lancé par l'État, mais ce sont les entreprises privées sur le terrain qui vont faire exécuter les projets. Si l'État demain engage une dépense de numérisation de l'administration, ce n'est pas l'État lui-même qui va numériser l'administration, ce sont des entreprises privées du secteur numérique en Tunisie qui vont prendre en charge cela. Et donc, il va y avoir un effet d'entraînement de l'investissement privé par l'investissement public. Dans la lettre ouverte que vous avez adressée dernièrement au chef du gouvernement, vous abordez un sujet qui a toujours été au centre de votre réflexion, la refonte des relations tuniso-européennes. Oui. Oui, ça a été l'objet d'un article que j'ai publié il y a une année, mais qui n'a pas eu d'écho. Oui. 2018, 2 ans déjà, le temps passe vite, mais qui n'a pas eu d'écho du tout. Si, chez moi, je l'ai commenté à l'époque à la radio. Oui, bon, j'ai dit la chose suivante, c'est que nous avons raté le coche en 2011 parce que je pense que la révolution tunisienne est un bien public international. C'est-à-dire que la démocratie installée en Tunisie va avoir des externalités sur toute la région. Et donc l'Europe ou les États-Unis, le monde occidental, avaient intérêt à ce que cette expérience puisse réussir. Et donc, donner à la Tunisie un statut qui ne soit pas le même, banalisé comme les autres pays. Et ce statut, l'Union européenne, on a des relations avec l'Union européenne depuis 1976, donc on est en zone de libre-échange. Mais l'aspect, je l'ai écrit parce qu'à ce moment-là, on était en zone de libre-échange, on avait l'accord d'association, et après, il y a eu les discussions sur l'ALECA. Et les discussions sur l'ALECA ont été centrées… On va y revenir à l'ALECA, Abdelaziz Ghazoueli, on va revenir à l'heure. Donc, la solution, c'est de dire, voilà, ça a fait rigoler certains, c'est de dire, est-ce que l'Europe n'est pas capable aujourd'hui d'accorder à la Tunisie un statut de pré-adhésion? C'est-à-dire, on traitera la Tunisie comme un pays qui demande l'adhésion, mais tout en se mettant d'accord qu'au bout du compte, il n'y aura pas adhésion. Parce que ce qui m'intéresse dans le processus… Cela changerait quoi dans les termes économiques? Parce que l'adhésion, c'est être membre, c'est entrer dans les institutions. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'Europe, c'est pas l'entrée dans les institutions, c'est pas d'avoir une chaise autour de la table. Ce qui m'intéresse, c'est 2 choses. La première chose, c'est les réformes de la pré-adhésion. Parce que quand un pays demande l'adhésion en Europe, il s'engage à des réformes pendant 10 ans. La période de pré-adhésion, c'est 10 ans. Et les réformes qui sont programmées dans la pré-adhésion, ce sont exactement les réformes dont a besoin la Tunisie. Je les ai vues. Et donc, la Tunisie, le gouvernement tunisien s'engage à mettre en place ces réformes, 10 ans, quel que soit le gouvernement et quel que soit le régime politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un consensus en Tunisie de mettre en place les réformes de la pré-adhésion. Et les réformes de la pré-adhésion, jetez un coup d'œil, vous allez trouver, c'est exactement ce dont on a besoin, surtout sur le plan institutionnel. Et en contrepartie de ces réformes, il y a ce qu'on appelle les fonds structurels. L'Europe donne aux pays qui, dans la pré-adhésion, des fonds structurels. Je donne un exemple. Par exemple, la Pologne, quand elle a demandé à entrer en Union européenne, 10 ans de réforme. Et pendant les 10 ans, c'est 8,8 milliards d'euros par an. C'est-à-dire 88 milliards d'euros sur les 10 ans. Nous, en Tunisie, je pense qu'avec 3 milliards d'euros, on peut résoudre nos problèmes. Donc, est-ce que l'Europe est capable aujourd'hui de dire la révolution tunisienne, c'est un bien public, c'est quelque chose d'important pour la paix dans la région, c'est un exemple extraordinaire pour les autres pays. Eh bien, pour cela, j'accepte de donner 3 milliards d'euros sur une période de 10 ans, non pas pour être dépensé à droite et à gauche, pas pour faire la fête, mais pour mettre en place les réformes qui sont dans la pré-adhésion. La Turquie a fait la même chose. La Turquie a demandé l'adhésion tout en sachant qu'ils ne vont pas intégrer l'Europe. J'avais discuté avec un Turc, je lui dis pourquoi vous faites tout ça? De toute façon, vous savez que vous n'allez pas intégrer l'Europe. Il m'a dit, mais monsieur Zouari, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'intégrer l'Europe. Ce qui nous intéresse, c'est la pré-adhésion. C'est les fonds structurels européens. Et la Turquie, l'image et les résultats économiques de la Turquie, c'est pas Erdogan, c'est des réformes qui ont été imposées par l'Union européenne à la Turquie pour la préparer à adhérer à l'Union européenne, tout en sachant chacun, aussi bien les Européens que les Turcs, qu'au bout du compte, il n'y aura pas adhésion. Voilà. Mais c'est un rêve. Hein.
J'en ai parlé avec Jean-Yves Le Drian, le ministre, parce que j'ai eu l'occasion de déjeuner avec lui à l'occasion de la visite du président Macron à l'IFT d'ailleurs. Je lui en ai parlé autour de la table. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, est-ce que vous en avez parlé avec les autorités tunisiennes? C'est une idée intéressante. Mais les autorités tunisiennes ne m'écoutent pas. C'est pour ça que j'ai publié l'article. Ils ne l'ont pas lu, je crois. Voilà. Mais actuellement, Abdelaziz Ghazoueli, vous êtes assez critique quand même sur la configuration des rapports Europe-Tunisie. Je vous cite à partir de votre article, l'article dont on a parlé, l'article paru sur Leaders en 2018. Responsables, les médias européens vantent l'expérience et l'exception tunisienne. Malheureusement, du côté sud de la rive méditerranéenne, la présence de l'Europe se résume seulement à une convergence d'intérêts commerciaux. Oui. Et c'est là qu'on va parler aussi d'ALECA, parce que vous semblez aussi assez dubitatif par rapport à la forme actuelle de l'ALECA et des négociations. Pour moi, les relations de la Tunisie avec l'Europe, c'est un contrat civilisationnel. Ça ne se limite pas aux aspects commerciaux. L'idée de l'Europe, la perception de l'Europe en Tunisie, jusqu'à maintenant, c'est que c'est un partenaire commercial. Et on oublie tout le reste, la culture. On oublie la modernité. On oublie tout ce que peut nous rapporter l'Europe. Et alors que malheureusement, quand on parle de l'Europe en Tunisie, on parle de zones de libre-échange, d'accords d'association, donc c'est du commerce, de l'ALECA. L'ALECA, c'est quoi? C'est la généralisation de l'accord d'association à d'autres secteurs, au secteur des services et de l'agriculture. Donc, comment perçoit le Tunisien moyen l'Europe? C'est un grand ensemble commercial qui veut nous bouffer, qui veut détruire notre agriculture, qui veut avoir les marchés. Et donc, quand on pose le problème en termes commerciaux… Est-ce réel? Et est-ce que cette crainte est bien réelle ou est-ce que c'est fantasmé? Non, tel que c'est posé, c'est réel. C'est-à-dire que demain, si on signe l'ALECA, il va de soi que les agriculteurs vont être concurrencés par les produits agricoles européens, que les architectes, les experts comptables et les avocats vont être concurrencés par leurs homologues européens, ainsi de suite. C'est réel. Et surtout que l'avocat tunisien, lui, pour partir plaider en France, il lui faut un visa, alors que l'avocat français, lui, parce que le problème du visa, le problème de la libre circulation des personnes n'était pas concerné par l'ALECA. Donc, on voit derrière, alors que pour moi, les relations avec l'Europe, c'est séculaire, c'est civilisationnel. Le commerce est un élément de tout un contrat civilisationnel avec l'Europe. Et ce que je reproche à l'Europe, c'est de prendre les choses du côté plutôt commercial que du côté civilisationnel. On a besoin de projets, on a besoin de voir que l'Europe est en train de nous sauver, d'avoir des fonds structurels, de faire en sorte que l'économie tunisienne se redresse. On a besoin de voir ça. Les citoyens tunisiens ont besoin de ça. Mais on pourrait aussi, Abdelaziz Ghazoueli, se poser la question dans le sens inverse. On pourrait se dire pourquoi l'Europe continuerait à aider un pays qu'elle a déjà beaucoup aidé financièrement et qui a utilisé les sommes allouées, pas toujours à bon escient. On a parlé de la fonction publique. Si on utilise les crédits pour nourrir une fonction publique hypertrophiée, oui. Pourquoi est-ce que l'Europe continuerait à payer? Parce que la Tunisie, c'est un bien public, c'est un exemple de démocratie, c'est tout. Et puis, il y a autre chose. L'aide de l'Union européenne, quand on annonce un chiffre global de 3 milliards, probablement si on fait la somme de tout ce qui se fait, on va être à 2 milliards, à 1,5 milliard ou à 2 milliards. Mais c'est tellement dilué, c'est tellement des actions qui n'ont pas une visibilité que le Tunisien moyen, qui est dans une région quelconque, ne voit pas quel est l'impact du financement européen. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que pense le gouvernement. Ce qui m'intéresse, c'est que l'idée de l'Europe, c'est que les jeunes Tunisiens soient développés. Et donc, il faut qu'ils voient les réalisations. Et je pense que les actions sont tellement disparates, sont tellement mal gérées par les services tunisiens qu'on ne voit pas quel est l'impact réel de cette aide européenne en Tunisie. On ne la voit pas, on ne la perçoit pas. Et je crois que l'Europe a intérêt à changer de méthode pour que la visibilité de l'action
l'intervention européenne soit beaucoup plus perceptible par les citoyens tunisiens. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important parce que il ne faut pas oublier une chose, c'est que le plus petit déficit commercial de la Tunisie, c'est avec l'Union européenne. Vous savez que nous sommes excédentaires avec un pays comme la France. Des gens disent on est en train d'être exploité. Nous sommes la balance commerciale Tunisie-France, elle est excédentaire en faveur de la Tunisie. Elle est déficitaire avec l'Italie et l'Espagne. Mais grosso modo, le déficit avec l'Union européenne, c'est le tiers ou le quart du déficit que nous avons avec la Turquie et c'est le 8e du déficit que nous avons avec la Chine. Les deux pays avec lesquels nous avons les déficits les plus importants, c'est la Chine et la Turquie. Ensuite, le rapprochement économique, ça c'est la théorie économique qui le dit. Le rapprochement économique, l'intégration économique, elle doit se faire avec des pays qui sont complémentaires par rapport avec nous et non pas qui produisent les mêmes biens. Parce que si on se rapproche économiquement avec les biens qui produisent exactement nos biens, s'ils sont plus compétitifs que nous, ils vont nous détruire. Si on fait une intégration régionale avec la Turquie, alors que la Turquie produit exactement les mêmes produits, les mêmes biens que nous produisons, si en Turquie ils sont plus compétitifs parce qu'ils ont profité du plan des fonds structurels et des 10 années de pré-adhésion, ils sont plus compétitifs que nous, eh bien, je peux vous donner plusieurs exemples. Eh bien, les biens vont disparaître en Tunisie. Je vous donne des exemples, les réfrigérateurs, l'électroménager, le textile, les costumes. L'artisanat. Tout cela est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que nous produisons exactement ce que produisent ces pays. Alors qu'avec l'Europe, ils ne peuvent pas nous concurrencer sur l'électroménager. Parce qu'ils ne les produisent plus. Avec l'Europe, ils ne peuvent pas nous concurrencer sur l'artisanat. Nous sommes complémentaires avec l'Europe. Et donc, la théorie économique dit l'intégration régionale est d'autant plus profitable si on s'intègre avec des pays qui sont complémentaires par rapport à nous et non qui produisent exactement les mêmes produits que nous fabriquons. Vous savez, LG en Tunisie avait une usine LG. Il y avait une usine Whirlpool en Tunisie. Ça a disparu. Les propriétaires de ces entreprises sont devenus des commerçants parce qu'ils importent LG de Turquie, fabriqué en Turquie. Et l'entreprise qui fabrique LG en Turquie a eu la bonne idée d'obtenir de la maison mère le monopole de la distribution des produits LG dans toute la région MENA. Donc, même si un Tunisien demain veut fabriquer des produits LG, il ne peut pas, parce que c'est le producteur turc qui a le monopole sur toute la région. Alors qu'on aurait pu le faire il y a 20 ans, nous. Abdelazek Zbiri, vous avez été vous-même ministre sous le gouvernement transitoire lors de l'initiation du partenariat pour la démocratie et la prospérité partagée, le programme de l'Union européenne. N'était-ce pas un premier pas sur ce chemin biaisé que l'on dénonce aujourd'hui, cette imposition de réformes par le haut, cette démocratie religion impériale, comme l'appelle les BJ? Moi, je pense que je ne veux pas poser le problème en ces termes. C'est-à-dire que moi, ma question, est-ce que ces réformes… Mais il se pose à Abdelazek Zbiri parce que oui, mais quand on voit certaines réformes qui n'ont pas pris, certaines institutions de façade… Moi, je pense qu'il faut avoir un pouvoir de négociation. Les réformes, quand ils sont proposées, eh bien, c'est aux autorités tunisiennes d'évaluer l'impact de cette réforme et de dire oui ou non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas appliquer des programmes de réforme qui tombent de haut, qui sont parachutés, sans faire d'analyse de l'impact de ces réformes. Et le grand problème en Tunisie, c'est qu'il n'y a jamais d'analyse d'impact. Donc, on fait un projet, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Et donc, il faut avoir, que ce soit avec l'Union européenne ou avec le FMI, il faut avoir un pouvoir de négociation. Il faut avoir des gens compétents. Il faut faire participer les gens. Est-ce qu'on a aujourd'hui ce pouvoir de négociation? Non, aujourd'hui, je ne vois pas de pouvoir de négociation. Ça peut changer avec, je ne sais pas, ça peut changer, mais je pense qu'il faut vraiment avoir un pouvoir de négociation pour accepter ou refuser certaines réformes et puis même si à première vue certaines réformes peuvent être perçues comme étant des réformes qui n'ont pas un impact très important, peut-être qu'en les changeant, qu'en contribuant à redéfinir l'objectif de la réforme,
peut-être que ce sera utile pour le pays. Lors de votre passage au ministère, Abdelaziz Ghazoueli, vous avez édité un livre blanc. Oui. Il était question de beaucoup de propositions, entre autres le changement du modèle de développement. Ce livre blanc est resté un vœu pieux. Oui, il est resté blanc. On l'a pas sali. Non, écoutez, quand j'ai été nommé ministre du Développement régional, il n'y avait pas de ministère, donc il y avait juste 4-5 personnes dans le. Et d'ailleurs, ça a disparu après mon passage. Donc j'ai été le seul ministre du Développement régional de l'histoire de la Tunisie, avec Najib Cheb, qui est resté quand même 1 mois et demi ministre, parce qu'il était avant moi ministre du Développement régional entre le 14 janvier et fin février. Moi, j'ai été nommé fin février parce qu'il avait quitté le gouvernement à ce moment-là, parce qu'il avait des ambitions politiques. Non, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'avais rien, qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, j'avais un budget de 250 millions de dinars. Et donc, la première chose, c'est de dépenser les 250 millions de dinars. Et quelle a été l'innovation? L'innovation a été de dire, comment distribuer les 250 millions de dinars? Selon quels critères je vais distribuer les 250 millions de dinars sur les gouvernorats? Et bien, pour la première fois dans l'administration tunisienne, on a utilisé la méthode du scoring. J'ai enlevé les noms des gouvernorats pour que les gens qui travaillent avec moi ne sachent pas de quel gouvernement il s'agit. Et j'ai pris des critères économiques de la population, le taux de chômage global, le taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur, le seuil de pauvreté. Et j'avais fait un classement des gouvernorats du moins riche au plus riche. Et j'ai retrouvé les 5 gouvernorats, les 5 fameux gouvernorats les moins développés, je les ai retrouvés à la tête de la liste. Et donc, j'ai réparti les 250 millions de dinars en fonction de ces critères, ce qui fait que le gouvernorat le moins riche a eu 25 millions de dinars, donc 10% de la somme totale, et le gouvernorat le plus riche, le dernier de la liste, n'a eu que 5 millions de dinars, ce qui m'a posé un problème, parce qu'il s'agit de Sfax. On m'a dit, comment tu donnes à Sfax 5 millions? Donc, vous êtes originaire? Et donc, je suis originaire. Comment vous donnez à Sfax 5 millions de dinars et à Gasserine 25 millions de dinars? Je leur ai dit, écoute, ça c'est vraiment le calcul, c'est ce qu'il a donné. Donc, et je vous raconte une anecdote. Il y avait une grève de la faim à Gasserine à ce moment-là, des diplômés de l'enseignement supérieur. Et quand j'ai décidé de cette méthode, je suis passé à la télé, j'ai présenté cette méthode et je leur ai dit que j'ai trouvé que Gasserine est le gouvernorat le moins bien loti. Et bien, le lendemain matin, ces grévistes de la faim, ils ont levé la grève. Et il y avait un journaliste de Saber qui a écrit un article d'ailleurs que je garde, qui leur a posé la question, pourquoi vous levez votre grève? Eh bien, la réponse a été, nous avons vu le ministre hier soir à la télé et il a dit que nous sommes les plus pauvres. Pour nous, ça nous suffit. On a besoin que les autorités, que le pouvoir politique nous disent exactement la vérité. Juste une reconnaissance. Une reconnaissance. Et ça a été extraordinaire. Ils ont levé la grève de la faim, vous vous rendez compte? J'y avais pas pensé du tout avant, et ça a été fait. Et donc j'ai distribué les 250 millions de dinars de cette façon. Mais bon, il y avait des problèmes de mauvaise gouvernance parce qu'on avait encore les institutions du passé. Le délégué Mohamed, le Hamda, le Weli, le gouverneur, ainsi de suite. Donc, ça a été distribué de façon pas très… Abdelaziz Ghazoueli, si on les compare aux institutions actuelles qui ont été élues, ce n'est guère plus brillant. On va y revenir. Ah oui, absolument. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'avais fait, c'est de dire, c'est le contact avec la société civile. Parce qu'à ce moment-là, vous vous rappelez, en 2011, il y avait une société civile extraordinaire. Et donc, j'ai passé un temps fou à sillonner, à me réunir avec les associations. C'était vraiment, j'avais découvert cette jeunesse tunisienne qui était vraiment extraordinaire. Et la troisième chose, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je suis prof, moi, je suis économiste, donc je vais faire une réflexion sur le développement régional pour que les gens qui viennent après moi trouvent un document sur lequel ils peuvent bâtir quelque chose. Parce qu'en Tunisie, le grand problème en Tunisie, c'est qu'on ne capitalise jamais. Et donc, j'avais fait cette réflexion dans le livre blanc sur le développement régional. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la méthode qu'il faut utiliser? D'ailleurs, le ministre qui a été nommé juste après moi a été mon étudiant. Donc, quand il est venu prendre ses responsabilités, la passation… On a tous été vos étudiants, Abdelaziz Ghazoueli. Moi-même, j'ai été votre étudiante. La passation a duré 6 heures, 2 fois 3 heures. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a ramené le bouquin, il a lu le bouquin, lui. Il a mis plein de petits… Et on a passé 2 fois 3 heures
pour que je lui explique ce qu'il y avait dans le livre blanc. La méthode de scoring, il l'a maintenue. C'est quelque chose qui est maintenu actuellement au ministère du Plan. Ils utilisent cette méthode. Et donc, au moins, j'ai contribué à quelque chose. Mais ce qui m'a le plus désolé, c'est que les organisations internationales et les pays étrangers parlent du livre blanc beaucoup plus que le gouvernement tunisien. Quand il y a une discussion autour d'une table, ce sont les experts internationaux qui parlent du livre blanc et non pas les experts tunisiens. Vous avez été aussi, lors de votre passage au ministère, un ardent défenseur de la démocratie locale. Est-ce que vous êtes toujours sur les mêmes positions quand on voit les dérives après toutes ces élections, les élections locales qu'on a eues, ce réveil du tribalisme, ces tendances sécessionnistes qu'on a pu voir ces derniers temps? Êtes-vous toujours sur les mêmes positions par rapport aux régions, aux locales? Alors, quand j'ai parlé de démocratie locale, moi, j'ai dépassé les stades intermédiaires, c'est-à-dire que je suis pour la municipalité et pour la région. Mm-hmm. Je ne suis pas pour les gouvernorats, donc il y a des effets de proximité de la municipalité qui s'occupent de choses qui intéressent la population qui est dans la municipalité et la région. Et la région, c'est le seul moyen de dépasser le tribalisme parce que dans la région, vous avez 5 gouvernorats différents. Et donc, il ne peut pas y avoir de tribalisme. Mais c'est ce qui n'a pas, ça c'est le schéma que j'avais conçu. Ce n'est pas ce qui a été fait. Moi, ce que je voulais faire, c'est que le chef de région a des prérogatives économiques. Il y a un conseil régional qui imagine les projets, qui classe les projets, mais le gouverneur, lui, il est le représentant du gouvernement et donc il s'occupe de tous les aspects de sécurité dans sa propre région. Il ne s'occupe pas des aspects économiques. Aujourd'hui, le gouverneur s'occupe de tous les aspects. Moi, je voulais qu'il y ait une instance qui s'occupe des aspects du développement de la région. Et en dehors des aspects sécuritaires, ainsi de suite. Et donc, on peut imaginer certaines prérogatives pour les municipalités, des prérogatives pour le conseil régional et des prérogatives pour le gouverneur. Tous les aspects économiques, c'est la région. Mais le Code des collectivités locales n'a pas pris ce schéma. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a vraiment fait du mal. La commission de l'Assemblée qui a imaginé le Code des collectivités locales a reçu énormément de gens, essentiellement des juristes, mais n'a jamais daigné m'écouter. Moi qui ai été ministre du développement régional, j'aurais pu au moins exposer ma pensée et faire en sorte que ce code de collectivité locale, qui est un code électoral, qu'il y ait un contenu. Pourquoi? Parce que le code électoral, il vient après. D'abord, il faut éclaircir la vision. Et donc, on n'a rien fait finalement. Qu'est-ce qui a changé en Tunisie? On n'a pas donné du contenu, on a juste organisé des élections comme on les organisait avant. Alors, il y a des personnes ont remplacé d'autres personnes, mais les pratiques sont les mêmes, les objectifs sont les mêmes, alors qu'il fallait changer de paradigme complètement. Et ce changement de paradigme du développement local n'a pas été fait en Tunisie. C'est pour ça que ça donne des résultats tels que vous venez d'expliquer. En lisant votre dernier article, Abdelaziz Ghazouali, Faire face et se reconstruire, paru la semaine dernière, vous paraissez être dans un certain pessimisme par rapport aux retombées de la crise sanitaire que le monde vit aujourd'hui. Vous dites, un petit calcul m'a permis de trouver que le taux de croissance économique restera négatif au moins jusqu'en 2025. La reprise ne se fera pas tout de suite et ne se fera que sur le moyen terme. Oui, voilà, parce que les études qui ont été publiées ont donné 2025, c'est loin. Attendez, je vais m'expliquer. Peut-être que mes calculs, vraiment un petit calcul, hein, c'est pas quelque chose de scientifique. J'ai pas publié ça. L'idée est la suivante. J'aurais peut-être dû ne pas citer des dates limites. Vous avez raison. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que les études qui ont été faites ont donné l'effet de Covid-19 pour l'année 2020. Donc, le FMI dit moins 4,3 pour la Tunisie, Hakim Hamoud a dit moins 3,8, ainsi de suite. Mais moi, mon problème, mes calculs ont donné au fait que, en fait, l'effet négatif de Covid-19 ne sera pas seulement sur l'année 2020, mais sera aussi sur l'année 2021-2022.
C'est-à-dire les études qui ont été publiées ne se sont pas intéressées à cet aspect des choses. Et les économistes posent le problème suivant. C'est est-ce que la reprise va être en V, en L ou en U ou en W? Pour les profanes que nous sommes. Non, mais en V, vous voyez la lettre V. V, c'est une dépression, mais on va reprendre. Donc les optimistes vont dire 2020 va être catastrophique, mais 2021, on va avoir des taux de croissance extraordinaires. On l'espère. Le U, c'est une dépression maintenant, et on va avoir le creux du U, on va avoir une période où on n'aura pas de croissance, et puis la croissance va venir à moyen terme, vers les années 23, 24, 25. Ça, c'est la reprise en U. En L, c'est qu'on va avoir une dépression et on va rester dans la dépression sur la très longue période. On ne va pas repartir. Et en W, c'est si jamais la crise revient l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on peut avoir une chute maintenant, une reprise, mais si il y a une deuxième comment on dit, vague, eh bien, on va retomber, donc on va avoir un truc en V. Donc, vous voyez que c'est très facile. Moi, je dis que s'il n'y a pas de mesure d'appui, on sera dans L. S'il y aura des mesures d'appui, on sera dans le U. C'est-à-dire les mesures d'appui qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement, c'est pour permettre d'avoir la lettre U. Parce que c'est la V va être difficile pour moi, c'est impossible. L'essentiel, c'est d'éviter le L pour aller vers le U. Et pour passer du L au U, il nous faut des mesures de soutien. Les chiffres que j'ai donnés dans l'article, c'est 100 mesures de soutien. J'ai dit 100 mesures de soutien, on va avoir des taux de croissance négatifs sur plusieurs années. Et les mesures de soutien, c'est ce qu'il faudrait faire. Et donc, les gouvernements ont une responsabilité extraordinaire pour avoir des mesures pour imposer des mesures de soutien. Le grand problème, c'est quoi? C'est que cette crise, elle est double. Vous savez, dans le langage des économistes, on dit qu'il y a un choc sur la demande et il y a un choc sur l'offre. Quand on a un choc sur la demande seulement, c'est facile de résoudre le problème. Quand on a un choc d'offre seulement, c'est facile de résoudre le problème. Mais quand on a les deux chocs de façon simultanée, c'est la première fois qu'on a deux chocs de façon simultanée, il est très difficile de s'en sortir. Et donc, il va y avoir de la dépression, et donc il faut des mesures d'appui pour relancer la demande, mais aussi, parce que si tu relances la demande et que tu ne relances pas l'offre, tu vas avoir de l'inflation. Et donc, il faut absolument accompagner la politique de relance par la demande par une politique de relance d'offres, c'est-à-dire par le soutien aux entreprises. Par le fait que les entreprises aussi doivent changer de comportement. Et cette responsabilité de soutien à l'offre ne dépend pas seulement de l'État, mais dépend aussi du comportement des entrepreneurs eux-mêmes. Moi, je suis pour que dans l'année 2020, il n'y ait pas de distribution de dividendes. Il n'est pas normal que la Banque centrale l'a imposé aux banques. Aujourd'hui, pour 2020, les banques ne vont pas distribuer des dividendes. Et quand on ne distribue pas de dividendes, ces dividendes vont permettre à la banque d'avoir plus de ressources et d'avoir. Moi, je pense que cette décision devrait s'élargir à tous les. Au lieu de taxer les dividendes, je préfère que l'actionnaire ne reçoive pas de dividendes et que les dividendes soient gardés par l'entreprise pour augmenter, pour assurer une plus grande solidité pour l'entreprise. Parce que seul l'accroissement des fonds propres par la non-distribution de dividendes, les avocats, vous devez savoir tout ça, et donc permet aux entreprises d'être consolidées. Et donc, il faut des mesures donc, je dis que s'il n'y a pas de mesures de soutien, on va être dans des taux de croissance négatifs les prochaines années. Il faut avoir des mesures de soutien pour éviter cela, mais ces mesures de soutien ne doivent pas être seulement des mesures de demande, mais elles doivent être, et surtout, des mesures d'offre. Et avoir une politique parce que le tout c'est un modèle, c'est une stratégie complète. Et le problème dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut que la Tunisie se prépare à la gestion des risques sociaux. Les risques sociaux commencent à s'accroître en Tunisie. On n'en parle pas du tout en Tunisie. Il faut absolument qu'il y ait une stratégie de lutte contre les risques sociaux. Les risques sociaux, c'est le chômage. Donc, il faut revoir le marché du travail. Et là, je viens de terminer une étude pour GIZ sur le marché du travail et j'ai découvert des choses extraordinaires sur la pauvreté. C'est quoi la pauvreté en Tunisie?
sur les autres risques sociaux, sur le travail des femmes. C'est un problème important en Tunisie aujourd'hui, parce qu'il y a des discriminations. Les discriminations ne sont pas seulement des discriminations politiques ou des discriminations sur la représentativité de la femme dans le gouvernement, dans l'Assemblée, mais il y a des discriminations importantes sur le marché du travail. Les femmes travaillent sans protection, il n'y a pas de contrat de travail, les salaires sont beaucoup plus bas. Il y a un problème énorme à faire au niveau, parce que moi je pense que la liste des diplômés, aujourd'hui, le facteur, les femmes vont représenter la part la plus importante de la force du travail dans le pays. Parce qu'il y a une mutation démographique importante. Les 3/4 des diplômés, c'est des femmes. Or, il faut favoriser le travail des femmes, la mobilité. Le taux d'activité des femmes en Tunisie est de 28%. 28%. Mais vous vous imaginez, c'est-à-dire qu'il y a que 28%, l'hypothèse est que 28% des femmes qui désirent travailler. C'est une hypothèse qui est prise par l'INS. Et donc, le chiffre chômage des femmes, c'est un chiffre qu'il faut parce qu'il est basé sur un taux d'activité de 28%. Et puis, on a vu que les femmes travaillent surtout entre 25 et 35 ans. C'est-à-dire, à 35 ans, elle est mariée, elle ne travaille plus. Que les parents des régions défavorisées laissent leurs filles faire des études à Tunis, ou à Sfax ou à Sousse, mais refusent que leurs filles travaillent à Tunis. Parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil de la femme qui travaille. Vous vous rappelez, avant, il y avait des résidences pour la femme. C'est une politique qui a disparu, donc il ne peut pas y avoir de mobilité parce que le travail, il est dans les régions sur la côte. Et donc la femme qui est diplômée, qui est d'une région intérieure, ne peut pas se déplacer sur la côte pour pouvoir travailler. Et ça, c'est quelque chose de très important. Autre phénomène, les groupes marginalisés en Tunisie. Vous avez remarqué que la main-d'œuvre non qualifiée, c'est des gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne. C'est un phénomène qui est maintenant visible en Tunisie. Il est visible. Et le gouvernement ferme les yeux. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un, un travailleur qui vient d'Afrique subsaharienne, n'a aucune protection, et quand on discute avec l'inspecteur du travail, il dit mais le travail des étrangers, dans le code du travail, l'article je ne sais pas combien, il stipule que le travail des étrangers est interdit en Tunisie. Donc, alors qu'il le voit dans la réalité. Donc, pour lui, il voit quelque chose qui, pour lui, dans le déni. Donc, il est dans le déni. Donc, on a des familles monoparentales. En Tunisie, c'est un phénomène qui s'accroît, les familles monoparentales. Ce sont des éléments, des risques sociaux qui apparaissent en Tunisie et on continue à gérer le social en Tunisie comme on le gère il y a 50 ans, alors que la société tunisienne a complètement changé. C'est pour ça que j'insiste énormément sur les changements institutionnels. Merci Abdelazek Zberi. Merci à vous. Ravi de vous avoir eu avec nous aujourd'hui. On va se quitter à regret sur votre choix musical. Votre choix musical, expliquez-nous ce choix. On est tous confinés et j'ai vu que l'Ode à la joie a été jouée par des musiciens qui sont confinés chacun chez lui et ça a donné quelque chose de très beau et ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on ne doit pas partager la joie. C'est un message d'optimisme. Merci encore. Merci encore. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci à l'IFT et à vous de m'avoir donné cette occasion. Merci encore, Abdelazek Zberi. À bientôt.